Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube fitnesssmith.fr. Dans cette vidéo, je vais répondre aux questions sous forme de FAQ que j'ai proposées sur mon Facebook. On va commencer tout de suite parce qu'il y a vraiment beaucoup de questions. Donc je pense que je vais découper la vidéo en plusieurs épisodes, parce que sinon ça va faire des vidéos trop longues et je sais très bien que certains n'iront pas jusqu'au bout, donc c'est pas le but. Le but c'est que j'arrive à transmettre mon point de vue et répondre à toutes vos questions. Première question, alors salut Théo, en sèche faut-il porter lourd et faire moins de répétitions ou bien porter plus léger? Bonne journée à toi. Merci. Pour commencer, il n'y a pas réellement de nombre de répétitions pour la sèche et de nombre de répétitions pour la prise de muscle, etc. On va dire que l'entraînement est toujours plus ou moins similaire, c'est-à-dire que c'est pas un nombre de répétitions ou une charge ou autre, c'est réellement l'intensité. Le nombre de répétitions va servir, si on veut par exemple faire des séries longues et légères, pour d'autres objectifs. C'est-à-dire que si par exemple on a tendance à faire beaucoup de gras sur un groupe musculaire qui stocke beaucoup de gras, donc les fessiers, les abdos, les triceps, le bas du dos, etc. C'est vrai que faire des séries longues, plus se concentrer sur la brûlure et ne pas compter réellement les répétitions, mais plus fonctionner sur un temps, c'est-à-dire qu'on va dire on va faire 20 minutes d'abdominaux en se reposant de temps en temps, en prenant un petit peu de repos pour calmer la brûlure et reprendre. On va dire que oui, on va un peu mieux déstocker les graisses à cet endroit, tout simplement parce que durant l'exercice, le muscle va puiser de l'énergie. Comment expliquer ça sans sans dire trop de bêtises? On va dire que le gras qui recouvre les muscles va avoir plus de facilité, on va dire, à être utilisé sous forme d'énergie qu'une autre source de graisse. Donc on va dire que quand on fait un exercice, on perd globalement, on va dire on déstocke globalement des graisses, mais un tout petit peu plus sur le muscle qui est en train d'être exercé. Donc, série longue, voire très longue à la brûlure, et répéter le mouvement va aider à déstocker localement. Mais encore une fois, c'est vraiment infime. On va dire que on peut le faire en plus quand on a une bonne diète et que l'entraînement global est intense. On va dire que c'est un plus à la place de faire du cardio si on est déjà bien sec, mais que c'est vraiment les abdominaux qui galèrent à sécher. On va dire que faire des séries longues comme ça, là oui, ça va être utile, mais il n'y a pas réellement d'idéal, on va dire, en sèche en termes de répétition ou même en prise de masse. Voilà. D'ailleurs, ça, ceux qui ont mon pack ont bien vu que les entraînements diffèrent un peu, mais c'est pas en termes de répétition, etc. C'est en termes d'intensité. L'intensité est différente quand on veut prendre de la masse musculaire ou quand on veut sécher. Et ça, c'est ce que j'explique dans le pack pour ceux qui l'ont commandé sur mon site. Ensuite, alors, salut Théo, qu'est-ce que tu penses du post-fatigue et du pré-fatigue? Donc la pré-fatigue et la post-fatigue. Qu'est-ce que j'en pense? On va dire que c'est une très bonne technique pour s'échauffer, que c'est une très bonne technique pour... on va dire que quand on va entraîner un muscle, par exemple, je vais prendre un exemple qui va vous parler à tous, on va dire le développé couché pour les pectoraux. On a tendance souvent, enfin je vois les gens qui passent directement sous la barre et qui commencent à s'échauffer rapidement la barre à vide et après ils passent directement avec leur charge de travail et ils effectuent leur séance comme ça. Moi je pars du principe que le muscle il a besoin un petit peu de s'irriguer, de congestionner avant l'entraînement. Donc c'est pas réellement de la pré-fatigue, c'est plus un échauffement beaucoup plus localisé sur le mouvement. C'est-à-dire qu'on fait son échauffement global des épaules, etc., comme vous avez l'habitude de faire si vous le faites. Mais ensuite, on va, par exemple, si on veut exercer les pectoraux, pourquoi pas passer sur de la poulie vis-à-vis,
Je ne demande pas de faire 4 séries, mais peut-être 2 séries sans aller à l'échec du tout, vraiment en irriguant correctement le muscle qui va être entraîné par la suite. Ensuite, la pré- et post-fatigue, on va dire que la pré-fatigue pour un point faible, c'est quelque chose que je trouve utile, c'est-à-dire qu'on va choisir un exercice d'isolation pour fatiguer le point faible. Donc je reprends l'exemple de ma poulie vis-à-vis pour les pectoraux. On va fatiguer ces pectoraux si c'est notre point faible à la poulie vis-à-vis. Donc là on ne va pas faire seulement 2 séries, mais on va en faire beaucoup plus, on va dire 5-6 séries en y allant progressivement, en montant les charges, tout en essayant au maximum de conserver une très bonne contraction des pectoraux, pas que le mouvement devienne n'importe quoi, où on a les épaules qui passent en avant, on sent que le mouvement de plus en plus il peut être fait avec d'autres muscles que les pectoraux, donc on va vraiment chercher à isoler tout en augmentant le poids tout doucement, et vraiment de manière à pré-épuiser les muscles pectoraux avant de passer sur un exercice plus basique qui sera le développé incliné, le développé haltère, enfin tous ces exercices de base pour les pectoraux. Pourquoi c'est intéressant? Tout simplement parce que vu que les pectoraux vont être pré-fatigués, ça ne sera pas les triceps ou les épaules qui vont lâcher, donc arriver à l'échec avant les pectoraux. C'est-à-dire qu'on arrivera pendant l'entraînement à atteindre plus facilement l'échec sur les pectoraux que si on n'avait pas fait de pré-fatigue. Donc voilà. Après la post-fatigue, on va dire que c'est plus... moi la post-fatigue, je la vois plus dans une optique d'augmenter sa dépense calorique. C'est-à-dire qu'on a un exercice classique, on a son programme, et on est dans une optique de perte de poids par exemple. On souhaite perdre du poids, donc on souhaite augmenter l'intensité pour augmenter la dépense calorique. Et là, placer de la post-fatigue, c'est-à-dire un exercice pareil d'isolation qui va venir, ou pas d'ailleurs, mais en général c'est l'isolation qui va venir après un exercice plus basique, ça va aider, on va dire, à brûler plus de calories. Mais ça va aussi être plus fatigant pour la suite de la séance. Donc en général, la post-fatigue, plutôt à mettre sur les derniers exercices de la séance, de manière à augmenter un petit peu la dépense calorique d'une séance à l'autre, d'une séance classique à une séance avec post-fatigue. Ensuite, question sur les mollets. Donc petit mollet, gros mollet, mollet court ou long, génétique ou entraînement, quels conseils pourrais-tu donner aux personnes voulant se forger des beaux mollets bien musclés? Donc tu donnes la réponse dans ta question, ça va, on va dire que l'élément clé qui va faire que les mollets vont bien se développer, c'est la longueur des muscles déjà. Donc c'est la personne qui a des mollets très très longs qui descendent, on le voit des fois, il y a des gens qui marchent devant nous, on voit qu'ils ont les mollets qui descendent jusqu'à la cheville, enfin on voit la forme qui descend jusqu'à la cheville, et d'autres ça s'arrête beaucoup plus haut, et ensuite c'est droit, on voit il n'y a plus de muscle, quoi. C'est du tendon, c'est pas du muscle. Donc on va dire que les personnes avec des mollets relativement longs, en général, n'ont pas réellement besoin de se donner énormément de mal. On va dire que s'ils font une séance par semaine régulièrement et qui mettent suffisamment d'intensité, ils vont rapidement les développer. Mais par contre, ceux qui ont des mollets plus courts, eux, ils vont avoir beaucoup plus de difficultés. Donc, dans tous les cas, on ne pourra jamais allonger la longueur, allonger un muscle, ça c'est pas possible, c'est génétiquement pas possible, on peut plus varier, on peut plus faire varier la longueur de ces muscles, sauf dans l'autre sens, les raccourcir quand on vieillit ou quand on limite les amplitudes peut-être, mais on ne peut pas allonger un muscle. Donc faut partir du principe qu'on a, ce que l'on a, et après on va essayer de faire au mieux avec ça. Donc mollets courts, oui, limiter légèrement les amplitudes, donc ne pas faire des grandes amplitudes, plus travailler sur des amplitudes un petit peu plus réduites, ne pas faire des répétitions trop violentes pour pas se servir, on va dire, de l'effet ressort des tendons pour faire des répétitions, mais y aller beaucoup plus lentement de manière à bien localiser sur les mollets. Ça c'est les petits conseils que je peux donner. Travailler les mollets en série, on va dire, plus longue que d'habitude, parce que même en mettant très lourd, on va rapidement s'apercevoir que souvent on pose la charge parce que c'est trop douloureux, mais pas parce qu'on est à l'échec. Donc on va pouvoir travailler sur des nombres de répétitions beaucoup plus importants
que par exemple le dos ou les épaules, les bras, enfin des choses comme ça. Donc entraînement lourd, série longue, donc lourd dans l'absolu, hein, parce que en général pour les mollets on met tous très très lourd, et au moins se baser réellement sur les courbatures, donc dès que les courbatures disparaissent, on remet une séance et ainsi de suite, on se base vraiment sur la récupération. Et bien sûr, il ne faut pas être en sèche, hein, parce que si on est en sèche, on ne prend pas de muscles. Donc voilà, c'est mes petits conseils sur les mollets. Je pense pas pouvoir dire plus. Après, c'est un muscle comme les autres, oui et non, parce que je trouve qu'ils ont quand même une capacité de récupération qui est beaucoup plus accélérée que d'autres muscles, mais bon. C'est pas non plus, on leur donne pas non plus la même charge de travail par rapport à un autre groupe musculaire. En général, on fait 2 exercices, voire 3, et c'est pas la même charge de travail. Enfin, c'est ce que je vois, et c'est rarement, on fait rarement une séance que de mollets. On va jamais à la salle pour faire que les mollets. En général, on le place en plus d'un autre muscle, donc on n'est jamais réellement à 100%. Après, si réellement c'est un point faible que tu souhaites développer, pourquoi pas leur placer une séance complète. Et la course à pied aussi, j'ai remarqué que quand je faisais du montée de marche en sprint, donc monter des marches très très rapidement sur la pointe des pieds, le lendemain j'avais plus de courbatures qu'après un entraînement de mollet assez intense, mais bon, voilà, je ne fais pas qu'une montée d'escalier, en général c'est 15 ou 20 et les escaliers sont assez longs et je me donne à 200%, donc c'est plus intense au niveau cardio, etc. Mais j'ai remarqué que j'avais de très grosses courbatures au mollet quand je faisais ce style d'entraînement. Autre question. Y a-t-il des exercices spécifiques pour le dentelé? Le dentelé, tu le travailles déjà quand tu fais du développé couché ou certains exercices comme le pullover, où tous les mouvements, on va dire, c'est possible de le recruter aussi sur des mouvements à la poulie. Donc quand tu prends une poignée à la poulie haute, et tu sais, tu fais des flexions comme ça, des obliques, et tu vas légèrement travailler les dentelés, mais on va dire que tous les exercices de développement.